Chaque jour, des milliers de gens font la différence et maintiennent le filet social en place pour les communautés vulnérables. Mon nom est Daniel Lantaigne et je me suis donné pour mandat de sortir de l'ombre ces héros, des héros anonymes. Aujourd'hui à l'émission, j'ai grand bonheur de vous présenter deux organismes, un en parrainage civique et l'autre en sécurité alimentaire. Bonne émission. C'est donner mon temps à quelqu'un qui en a besoin, dans la bonne action, me sentir utile. C'est tout naturel pour moi d'essayer d'aider quelqu'un et j'avais le temps et c'est pour ça que j'ai décidé de faire du bénévolat. Pour faire la différence, tout simplement, pour offrir du temps de qualité. De partager, d'aider. S'il y avait un métier qui existait qui s'appelait faire plaisir aux autres, c'est ce métier-là que je ferais. Puis il faut savoir être capable de donner aux autres aussi. C'est arrivé par hasard. J'ai lu dans le journal, il y avait une annonce bénévole recherché. J'aimais aussi le petit lien d'amitié qu'on pouvait créer au parrainage. C'est par ma job en premier. Je suis chauffeur d'autobus, fait que déjà en partant, j'avais un contact avec eux autres. J'allais amener mes clients là, des activités pour le parrainage. À mon école au cégep, dans une foire de bénévolat, ils avaient un petit kiosque et ça m'a bien attirée. Parrainage civique, la première fois que j'ai entendu parler de ça, c'était par le journal local. Ça m'a comme donné le goût de dire « Ah, c'est peut-être quelque chose que j'aimerais faire. » De ma colocataire, elle m'en a plusieurs fois parlé. Tout de suite, je me suis sentie à l'aise avec l'organisme, j'ai apprécié les gens. En fait, je suis allée sur le site pour le bénévolat, puis j'ai tapé pour briser l'isolement, puis rapidement, c'est une des premières offres qui sont tombées. La clientèle déficience intellectuelle, mais tout de suite, ça m'a intéressée. J'ai fait des recherches pour trouver la bonne cause qui me rejoignait. J'avais envie de vivre une nouvelle expérience significative et c'est ainsi que j'ai choisi Parrainage civique. Ce qui m'attirait à la base, c'était beaucoup la trisomie puis l'autisme. Quand on m'a présenté mon filleul, il vit avec une déficience intellectuelle légère, je trouvais que c'était tellement un beau défi qui combinait beaucoup de choses. Des gens intéressants. On n'a pas besoin de taper la galerie avec ces gens-là. Ça m'a interpellé. Et là, j'ai découvert tout un monde dont j'ignorais. Un monde de personnes qui ont des besoins. Je me dis, mon Dieu, que c'est gratifiant. Ils sont laissés pour compte, je trouve. Les sans-voix, on s'en occupe pas beaucoup. Je disais, il va y avoir de quoi faire. Puis dans le fond, les gestes qu'on fait, comme quand je sors à Michel, c'est pas un fardeau. Moi, je le vois comme n'importe qui, n'importe quel ami. La différence, c'est vous qui la faites. Alors, ça met super bien la table. On a entendu quelques bénévoles qui font du parrainage civique, mais là, on va parler avec quelqu'un qui se connaît, j'espère, en tout cas, je crois, avec Locke Corry. Vous êtes directeur général du regroupement québécois du parrainage civique. Bonjour, Locke. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ben oui, ça va. Merci pour l'invitation. Grand plaisir de vous recevoir parce que je vais vous avouer que le terme parrainage civique, là, grand mystère pour moi et peut-être pour 2-3 autres personnes. On va commencer par parler de ça avant, si vous voulez bien, qu'on rentre dans le creux du sujet. C'est quoi du parrainage civique? Et c'est souvent la question qu'on nous pose. Le parrainage civique, c'est quoi? Le parrainage civique, c'est tout simplement la mise en relation de deux personnes dans le but de créer un jumelage. Donc, il y a une personne bénévole et il y a une personne vivant avec une limitation. Cette limitation, ça peut être une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme, une problématique en santé mentale ou un handicap physique. Donc, des personnes vivant avec une limitation. Et donc, par le jumelage, on favorise la participation sociale de ces personnes-là. Donc ça vient répondre, j'imagine, à un besoin de briser l'isolement, ces gens-là, pour qu'ils puissent sortir, qu'ils aient quelqu'un avec qui avoir un peu de social, dans le fond? Alors c'est ça, il y a 40 ans, quand est né le parrainage civique au Québec, on répondait, alors là il y a un mot qui est assez long, la désinstitutionnalisation. Vous l'avez dit d'une traite. Beaucoup mieux dit que moi, oui. Mais donc on répondait à cette demande-là. Mais on se rend compte que 40 ans après, même s'ils ne sont plus institutionnalisés, ils sont toujours dans des organismes, dans des cercles bien restreints où ils se fréquentent entre eux. Et nous, avec le parrainage civique, on essaye de les mettre en lumière par des petites choses, parce que ce sont des citoyens comme vous et moi, des consommateurs comme vous et moi. Et là, on est fin septembre, mais
Genre, durant tout l'été, on n'en voit pas forcément souvent en terrasse, dans les restaurants ou quoi que ce soit, alors qu'ils ont le droit de participer à ça. Et grâce au jumelage, en fait, ils reprennent un peu confiance en la société. Ils participent en tant que citoyens, en tant que consommateurs à cette société, à tout ce qu'ils ont le droit de jouer en tant que personne. Ben, totalement, totalement. Et donc, le clip, on l'a pas choisi par hasard. Là. C'est un clip de bénévoles parce que j'imagine que le parrainage civique, ça repose pas mal sur le bénévolat, dans le fond, hein? Oui, ouais. C'est eux qui font le jumelage à travers le Québec. Il y a à peu près 1300 bénévoles à travers le Québec. Et à partir de ces 1300 bénévoles-là, il y a 1160 jumelages actifs au Québec. Ah, c'est quand même significatif. Ouais. Et le parrainage civique, parce que vous êtes directeur du regroupement québécois, on comprend qu'il y a donc en dessous du regroupement, pas nécessairement en dessous, mais qu'il y a des organismes plus locaux de parrainage, c'est ça? Il y a une vingtaine d'organismes à travers le Québec. Dans différentes régions, on est représenté à travers le Québec. Rien qu'à Montréal, il y en a 3. En Montérégie, il y en a plusieurs, mais on est également en Chaudière-Appalaches, Abitibi, Québec, enfin bon... Aussi loin que Québec. Ouais. On leur dira pas. Non, c'est en tout respect, avec beaucoup d'amour pour mes amis de Québec. Qui arrive chez vous? Est-ce que ce sont des retraités qui ont du temps? Est-ce que c'est des jeunes qui n'ont pas le choix de faire du bénévolat? Est-ce que ce sont des gens qui ont le goût d'aller vers l'autre puis de découvrir aussi un monde? Parce que c'est pas tout le monde qui connaît la réalité de la déficience intellectuelle ou qui... Ça ressemble à quoi, les bénévoles qui s'en vont à la recherche de ces relations-là? Là? Alors, pour tout vous dire, vraiment, on a tous les profils. De tout. Nous, les gens viennent vraiment comme ils sont, avec leur personnalité, leurs atouts, leurs faiblesses. Juste, on leur demande de vouloir partager du temps. Et qui ils sont, tout simplement. Donc, on prend vraiment tous les profils. Et en fonction du profil du bénévole, mais également du filleul avec qui il va être jumelé, on essaye de voir, en fonction des intérêts communs ou pas, on essaye de faire soit des matchs similaires ou soit des matchs de complémentarité. Ouais. Donc vraiment, il y en a pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Ça peut être des jumelages mixtes, des jumelages intergénérationnels. Ça peut être vraiment de tout en fonction des envies de chacun. Donc vous avez 3 heures minimalement par mois à donner. Vous êtes les bienvenus au parrainage civique. Moi, j'aime ça. Et vous avez appelé les gens qui en bénéficient des filleuls. Donc on est vraiment dans un concept de parrain-marin filleul, c'est ça? C'est bien ça. C'est une famille choisie. C'est ça. En fait, ils rentrent petit à petit dans la famille de l'un et de l'autre parce qu'ils créent un lien social qui se développe en amitié au fil du temps. Nos plus vieux jumelages ont 35 ans maintenant et entre guillemets, je les ai rencontrés dernièrement dans ma petite tournée. Ils ont vieilli ensemble, leur amitié a vieilli ensemble, etc. Donc c'est très beau à voir. Ah, ça doit être extrêmement beau parce qu'effectivement, on n'est pas juste dans... C'est pas du bénévolat transactionnel, c'est du bénévolat émotif, c'est du bénévolat dans lequel on s'inscrit puis ça devient une relation. Là. Les gens qui en bénéficient, là, les filleuls, là, comme vous appeliez, comment ils lèvent la main ou comment est-ce qu'on peuvent identifier qu'ils aimeraient ça bénéficier du parrainage civique? Est-ce que c'est par les organismes dans lesquels ils sont inscrits? Oui, c'est souvent le réseau de la santé, par leurs intervenantes qui nous contactent en tant qu'organisme. Il faut savoir que c'est une démarche volontaire du filleul. Il faut que ça soit lui qui ait envie de socialiser. On ne lui impose pas de sortir. Non, c'est ça, parce que souvent, il y a des familles qui peuvent nous contacter ou quoi que ce soit, mais il faut que ça soit une démarche également de la part du filleul, qu'il ait vraiment lui aussi envie de partager une relation de personne à personne avec une autre personne qui est de son réseau au tout début. Donc ça doit être une démarche volontaire. Mais on prend des cas légers ou moyens et il faut qu'il y ait une certaine autonomie également de la part du filleul pour se déplacer, pour parler. Oui, j'imagine effectivement, ne serait-ce que pour un premier contact, là, c'est sûr que d'avoir besoin d'aider à des soins d'hygiène, ça peut commencer. C'est ça, il peut y en avoir quand la relation se développe, mais oui, il doit être propre, autonome dans tout ça. On ne veut pas effrayer nos bénévoles directement. Non, je comprends très bien. Puis, bon, évidemment, j'imagine que la relation se nourrit d'elle-même et devient aussi singulière que les gens qui en font partie au fil du temps. Une première rencontre entre
entre un parrain et une marraine et le filleul. Et il peut être non-genré également. Oui. Première rencontre entre ces personnes-là, voilà. Ça se passe comment? Est-ce que c'est qui choisit le lieu, qui choisit l'événement? Est-ce qu'ils sont un peu accompagnés, ces bénévoles-là qui commencent puis qui font comme, mais je vais faire quoi, je vais dire quoi? Et c'est pour ça, évidemment, que nos organismes existent, mais on les encadre. Okay. On leur propose tout un tas On les lance pas dans le vide. Non. Souvent, la première rencontre aussi se fait avec donc nos agents de jumelage, nos agentes, parce qu'il n'y a que des femmes, nos agentes de jumelage qui les encadrent et ensuite qui proposent des activités. Mais on les lance pas comme ça, c'est pas comme une blind date, un rendez-vous aveugle où on les pitche comme ça. Non, on les encadre, on les accompagne, on forme également nos bénévoles vis-à-vis, entre guillemets, de nos membres. Je comprends, vous êtes vraiment une agence de rencontre, mais pas de blind date. Le blind date, pardon. On a un Tinder qui marche mieux. Oui. On étudie beaucoup plus les profils. Oui, vous réussissez à créer des maillages qui sont extraordinaires. Vous êtes arrivé au regroupement québécois du parrainage civique, certainement pour vos raisons, mais justement, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui vous a amené vers cet organisme-là dans votre parcours? C'est la paye. Non, c'est évidemment. Dans le communautaire, évidemment que c'est pas forcément la paye, mais moi, c'est vraiment la clientèle. C'était une clientèle, entre guillemets, nos membres déficience intellectuelle que je connaissais pas. C'était vraiment un monde que j'ignorais. J'en avais pas forcément dans mon entourage. Enfin, je croyais ne pas en avoir. Et finalement, il n'y a que ça. Il n'y a pas que ça, mais j'ai découvert pas mal de couples qui avaient eu des enfants ou des frères et sœurs qui vivent avec une déficience intellectuelle. Donc voilà. Bon, moi, c'était sur la nature du poste qui m'a branché au tout début, évidemment. Mais là, ça fait 10 ans que j'y suis. Et donc, les travailleurs du mouvement, des personnes dévouées qui ont à cœur la mission, évidemment les bénévoles qui sont des personnes extraordinaires. Alors évidemment, tous les bénévoles sont extraordinaires parce qu'ils s'impliquent, etc. Mais au parrainage civique, vraiment, ce sont des personnes exceptionnelles qui vraiment donnent beaucoup plus de temps parfois. Mais ce qu'ils disent à chaque fois, c'est qu'ils en retirent beaucoup plus par la suite. Mais ce sont vraiment des gens extraordinaires, adorables. Et puis nos membres également, ils ont entre guillemets cette innocence, cette gentillesse, même s'ils ont leur caractère évidemment quand ils sont pas contents. Mais en tout cas, moi quand je fais mes tournées d'organismes, j'ai toujours un plaisir fou à les voir. J'en doute pas, oui, effectivement, ce sont des gens qui des fois se mettent pas de filtre et ils vont dire exactement ce qu'ils pensent. C'est excellent. Il y a quelque chose d'extrêmement beau là-dedans et duquel on devrait apprendre des fois, certainement. Le regroupement québécois du parrainage civique, j'ai goût qu'on va poursuivre la conversation là, après une brève pause, mais qui dit parrainage civique dit bénévole, puis je vais juste laisser la porte ouverte avant qu'on parte en pause, mais j'aimerais ça évidemment vous entendre dans quelques instants sur la pandémie. Là, elle a beau être derrière nous, pandémie, bénévolat, ça n'a pas été un super de bon match en général. Si vous voulez bien, on va prendre une courte pause. Puis au retour, on va s'en aller sur cette piste-là, si ça vous va. On est avec Luc Cory, directeur général du regroupement québécois du parrainage civique. On vient dans quelques instants, restez avec nous. Alors, on est de retour à l'émission Les Héros Anonymes avec Luc Cory, directeur général du regroupement québécois du parrainage civique. Juste avant, j'ai lancé la question pour que vous ayez le temps de réfléchir. Le bénévolat, le parrainage civique, comment ça s'est passé? Est-ce que vous avez vu une exode de bénévoles? Parce que vous dites que vous en avez plusieurs, mais on s'entend que les aînés étaient beaucoup plus vulnérables durant la pandémie, donc ont dû mettre fin la plupart du temps à leurs implications. Comment vous l'avez vécu? Alors, ça a été vraiment un chamboulement, mais pas forcément dans le négatif. Okay. Il y a eu au tout début, cette insouciance, parce que nous, on fait des rencontres physiques, mais évidemment, quand les bénévoles ou les filleuls ne sont pas disponibles, juste un appel,
toujours maintenir ce lien social. Donc évidemment, ils ont toujours maintenu ce lien social malgré la pandémie, avec évidemment tous les outils numériques qu'on a à disposition maintenant. Mais on a constaté une fracture numérique au niveau de nos membres, que ce soit au niveau de nos bénévoles un peu plus âgés, je fais un peu d'agisme là, et nos filleuls également. Nos filleuls sont même peut-être plus aptes parfois que nos bénévoles avec ces outils-là. Donc le lien a été constant. Okay. Ensuite, en termes de recrues de bénévoles, évidemment, ça a mis la lumière quand même, l'isolement social, etc. Parce que chacun le vivait finalement, cet isolement social-là. Donc on a eu également une vague de bénévoles potentiels qui ont contacté nos organismes. Donc c'est pour ça que ça n'a pas été... Après, évidemment, on ne les a pas forcément tous gardés, ces bénévoles-là, parce que parfois ça a été ponctuel ou quoi que ce soit, mais nous, on demande quand même un engagement sur le moyen long terme. Mais on en a gardé, je vous dirais, près d'une moitié des gens qui ont voulu s'impliquer durant la pandémie. Mais évidemment, ça a été cette fracture numérique qui a été plus dure pour certains bénévoles ou filleuls. Mais oui, certainement. On a réalisé, on dirait qu'on a pris pleine conscience. On pensait que la fracture numérique était en région, était dans les lieux éloignés. Mais il y a eu une d'adaptation de tout le monde, en fait, et assez rapidement. Ah, tant mieux. Ouais, vraiment. Moi aussi, assez surpris. Mais les gens ont vraiment pris le pouls. Alors évidemment, il y a eu les aides d'urgence, on a muni nos membres de tablettes, etc. pour maintenir ce lien, mais ils ont vite fait pris le pouls. Ah, ben tant mieux, parce qu'on a réalisé dans beaucoup d'organisations, la pandémie avait réisolé ces gens-là d'une certaine façon, et ça a eu des conséquences. Là. Tout n'a pas été rose, et puis nous, on n'est pas vraiment un service de première ligne, mais évidemment que l'isolement social a été très dur à vivre pour nos membres. Certainement. Et là, il y a le regroupement, et j'ai vous devant moi pour en parler. Il y a les organismes. À quoi ça sert un regroupement, justement, quand il y a une vingtaine d'organismes plus locaux dont vous me parliez? Donc, notre mission, c'est de regrouper, soutenir. J'aime ça. Le regroupement, ça aurait regroupé. Donc, là, je vous suis. On rassemble évidemment tous nos organismes. Ouais. On est comme une communauté de pratique. On partage, on échange, on les soutient. Que ce soit les directions dans le communautaire, vous savez qu'il y a eu beaucoup de roulements, évidemment avec l'inflation encore plus, mais donc on soutient tous les organismes et les conseils d'administration, que ce soit de l'administratif, comptabilité, mais également l'intervention, les suivis de jumelage, aider, former nos travailleurs sur le terrain et les représenter évidemment sur différentes tables de concertation pour évidemment un meilleur financement de nos organismes communautaires en santé et services sociaux, et notamment ceux du parrainage civique, et le représenter également comme aujourd'hui avec votre émission, mais faire la promotion du parrainage civique à travers le Québec. On a un petit mouvement, mais on est une grande famille, et il se trouve qu'on a un porte-parole, Marco Cagliari, qui nous aide dans cette promotion, et notamment dans le cadre de cette journée québécoise du parrainage civique qui s'en vient. Ben parlons-en. Qu'est-ce que c'est que cette journée-là, tiens? C'est notre journée nationale, donc on l'a baptisée la journée P. Souvent, un peu comme le parrainage civique. C'est quoi cette journée P? C'est quoi la journée P? Dites-moi. C'est la journée du parrainage, évidemment. C'est un gros concept. Du partage, du plaisir. Donc, c'est une journée festive où tous les organismes de parrainage civique ouvrent leurs portes à travers diverses activités de promotion pour inviter leur communauté en région, enfin partout, inviter les gens à venir s'intéresser donc à l'organisme. Et souvent, avec Marco Cagliari, on vient dans ces événements-là et on essaye de les ambiancer pour donc partager un moment de plaisir avec nous. Ah ben oui, certainement, qui doit amener le plaisir dans la place. J'en doute pas avec le porte-parole que vous avez là. Le parrainage civique, il est pour moi maintenant clair. Déjà c'est extraordinaire. Puis comme vous dites, dans le rôle du regroupement, effectivement, vous le faites très bien d'expliquer ce que c'est, parce que j'aurais pas pu recevoir la vingtaine d'organismes, bien que j'aurais voulu. On aurait pu faire une saison uniquement sur le parrainage civique. Pourquoi pas? Lance le concept. Pourquoi pas? On va y penser pour la troisième saison. Mais à court terme, vous faites un très, très beau travail de le mettre sur la carte. Les gens qui ont envie d'en faire, parce que j'imagine que vous acceptez encore peut-être 2-3 bénévoles avant de fermer les portes. Ouais. Donc, il y a toujours du besoin. J'imagine des fois que le besoin doit être grand.
comment les gens, est-ce qu'ils contactent leur organisme local? Est-ce qu'ils peuvent passer par le regroupement? Ils peuvent passer les par deux? Ils peuvent passer par le regroupement. On a un numéro gratuit que je n'ai pas en tête là comme ça. Mais c'est 1877. Ah, vous l'avez? Je l'ai. On va le dire. Tiens, le 1877, parrain, mais pour ceux là, qui n'auraient pas envie de jouer aux devinettes avec les lettres, c'est le 1877 727 7246. Donc, à retenir. Alors, oui, ils tombent directement en plus sur moi. Hein, donc, ils entendent ma voix là. Voilà. Ils entendent ma voix là. Ils vont entendre la même normalement au téléphone. Mais donc, ils peuvent me contacter au niveau du regroupement ou contacter évidemment l'organisme le plus proche de leur région sur le site internet parrainagecivique.com. Ils retrouvent toutes les informations. Vous parliez de demande. Donc oui, on a plus de 1000 jumelages actifs à travers le Québec, mais il y en a quand même 560 qui sont en attente d'un bénévole. Quand même, donc plus que 2-3 bénévoles qui manquent. C'est bien ça, ouais, malheureusement, à travers le Québec, donc il y en a quand même. Le besoin est là, en fait. Le besoin est certainement là. Et donc, à retenir, donc si jamais vous ne connaissez pas l'organisme local, vous pouvez vous rendre certainement sur parrainmarraine.com là, et le numéro 1877-parrain, qui va être certainement une très, très belle porte d'entrée là, pour aller découvrir ce qu'il y a à faire là-dessus. Évidemment, lorsqu'on parle d'organisme communautaire, puis vous le faites, on sait bien que le financement n'est pas toujours pleinement au rendez-vous. Ça vient avec des défis. Le défi est double, hein? Les bénévoles et l'argent. Il n'y a rien de tout ça qui tombe du ciel. Qu'est-ce que les gens qui nous écoutent, évidemment, au-delà de devenir parrain ou marraine et de donner du temps, ce qu'on espère que les gens vont certainement faire, comment est-ce qu'ils peuvent vous donner un coup de main, dans le fond? Alors, pour s'impliquer autrement, évidemment, il y a des dons à l'organisme. Il se trouve qu'au niveau du regroupement, on a ouvert un fonds de dotation du parrainage civique pour soutenir donc la mission du parrainage civique à travers le Québec. Donc également, rendez-vous sur notre site à ce moment-là pour faire des dons. Évidemment, les organismes sont autonomes, hein, donc chacun gère, mais il y a différentes campagnes de financement qui sont faites sur les organismes. Je pense au parrainage civique des Basses-Laurentides qui fait des cocktails dînatoires avec les gens d'affaires de leur région. Il y a une campagne de financement également à Saint-Jean-sur-Richelieu qui a levé près de 200 000 $, ou les jumeleurs espaces communautaires à Montréal qui vendent des tickets pour obtenir des prix, où il y a des encans silencieux. Enfin bon, bref, il y a différentes choses qui sont faites pour entre guillemets, tenter d'aider la réalisation de la mission de nos organismes au quotidien. Ben oui, certainement. Alors, on lance l'appel et quelqu'un, là, disons, moi, j'ai du temps donné. Je ne sais pas si je vais le donner à du parrainage civique, je vais le donner à une autre cause. Vos bénévoles, on a entendu des clips, là, évidemment, au début de l'émission, mais vos bénévoles, ils doivent ressortir avec un certain constat, se dire, ben, ce bénévolat m'a apporté ça, m'a permis d'avoir des relations que je n'aurais pas eues. Qu'est-ce qui ressort souvent d'extraordinaire dans ces rencontres-là pour les bénévoles qui font du parrainage? Alors, ils sont déjà très ouverts, mais ça ouvre encore plus l'esprit. Oui, hein. Ça sensibilise encore plus sur la différence, sur l'impact que l'on peut faire, des petits gestes, et juste, entre guillemets, être soi-même, être en contact avec une personne, être un ami pour quelqu'un, vous apportez un plus à cette personne, et puis le voir évoluer, ça vous apporte énormément. Et puis, vu que le filleul vous apporte aussi énormément, tout le monde en ressort grandi. Et puis, la différence, pour pas... on est sur un milieu concurrentiel quand même, le bénévolat, mais nous, Daniel, pour vous faire venir, je vous dirais, venez vraiment comme vous êtes, ce que vous avez envie de partager. Mais je vous dis un exemple comme ça, mais par exemple, oui, bon... on peut faire des activités dites sportives, des petites marches, faire du vélo, des choses comme ça. Mais juste, entre guillemets, je n'ai pas le goût de sortir. Je veux juste regarder un film, manger une pizza ou quoi que ce soit. On peut faire ça. Pour juste un Ironman. Non, il n'y a pas forcément des activités, entre guillemets, extraordinaires que l'on demande. C'est juste partager qui vous êtes. Ça vient du cœur, votre personnalité, en fait. Donc, c'est pas contraignant. Puisque, je vais aller faire les courses. Il y en a qui vont juste faire leur épicerie ensemble, mais ils partagent ce moment-là ensemble. Donc, ils parlent de tout et de rien, mais ce tout et de rien, c'est comme dans la vie de tous les jours, ils partagent quelque chose ensemble. Donc, on les fait sortir de leur carcan, nos membres, et juste vraiment, comme je vous dis, sur des activités plus ou moins banales. Mais il y en a qui ont fait des activités aussi extraordinaires, mais Daniel, vous
vous allez faire ça, j'imagine, des activités extraordinaires. Ben, ça va de soi, là. C'est jamais ordinaire avec moi, là. Même faire l'épicerie, c'est pas Partager une ordinaire. émission de radio avec un filleul, je vous invite à le faire. Ah, ben, ça sera avec grand plaisir. On a parlé, là, vous avez dit vos filleuls, on a parlé de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l'autisme, handicap physique, santé mentale. Vous avez parlé du nombre de bénévoles qui vous manquent en fonction des jumelages qui sont en attente. Est-ce que vous avez observé une croissance dans la demande et les besoins dans les dernières années, ou on est dans une certaine stabilité, mais il manque toujours de bénévoles? En fait, on est dans une croissance. Ah oui? Toujours demande de besoin, toujours. On est... Les bénévoles, malheureusement, ne se ruent pas à la porte de nos organismes. Non. Certains organismes bloquent les files d'attente, enfin bloquent leur liste d'attente. D'autres la laissent ouverte. Donc, ce nombre peut être fluctuant parce que, évidemment, on n'a pas assez de travailleurs pour s'occuper aussi de ces personnes qui sont sur une liste d'attente. On essaie toujours de maintenir ce lien, même s'ils n'ont pas de jumelage. Donc, évidemment, il y a une vie associative au niveau de nos organismes, mais les besoins sont grandissants. L'isolement social, de toute manière, avec l'ère numérique, etc., on s'isole un peu plus, et on ressent le besoin, et puis la pandémie vraiment l'a remarqué, on a besoin de voir les gens, d'aller prendre un café, de sortir prendre une marche, on a besoin de ce truc-là. Les écrans, c'est bien, le numérique, c'est bien, mais on a besoin de ce lien humain, de cette relation de personne à personne en vrai. Ben, l'appel est lancé, et vraiment, vous avez réussi à me convaincre, là, que votre organisme, et les rencontres et ces moments-là, qu'on peut vivre avec quelqu'un, si vous avez au moins 3 heures de temps donné par mois, alors je vous invite certainement à considérer votre organisme de parrainage civique. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. C'est un très, très grand plaisir de vous recevoir, parler de l'organisme. Je redonne les coordonnées parce que des fois, on les défile rapidement et on n'a pas toujours de stylo à portée de main. Donc, c'est le 1-877-parrain. Et donc, comme je dis, pour ceux qui ne veulent pas faire de devinette, 1-877-727-7246. On peut également se rendre sur marraine.com, pardon. Et la journée P. La journée P, oui. La journée P, le 25 septembre, et votre porte-parole, Marco Cagliari, de cette journée-là, qui va certainement mettre de l'ambiance. Oui, allez-y. Oui, je veux juste faire une rectification. Notre site internet, c'est parrainagecivique.com. Parrainagecivique.com, pardon. Mais vous allez trouver. Vous tapez parrainage civique, Paramarraine, on est partout. On va y arriver. Le référencement est bon. Bien, merci de l'avoir précisé. Alors, rendez-vous auprès de cet organisme-là. C'est un grand plaisir de vous recevoir. Merci encore une fois d'avoir été avec nous en studio. Je vous invite évidemment à rester en ondes parce que dans quelques instants, on vous présente un autre héros anonyme. Vous écoutez Les Héros Anonymes avec Daniel Lantaigne. Alors, bienvenue à cette deuxième partie de l'émission où on reçoit un deuxième organisme, comme à l'habitude, vous en doutez bien. Ce deuxième organisme s'appelle les Ateliers 5 Épices. Donc, déjà, le nom amène à la curiosité, puis vous allez voir, on a la bonne personne pour en parler avec nous. On est avec Mélanie Veillette en studio, qui est directrice générale et nutritionniste. C'est bien ça? Exact. Merci d'avoir accepté l'invitation, Mélanie. Grand plaisir de vous recevoir. Quand j'ai vu l'organisme 5 Épices passer sur mon radar, je vais vous avouer que mon premier réflexe, c'était de penser que vous étiez une entreprise qui vendait des épices en épicerie, mais je pense que c'est pas exactement ça. Sinon, on ne serait peut-être pas à la bonne émission. Commençons par le commencement. C'est quoi les Ateliers 5 Épices? Bien, les Ateliers 5 Épices, c'est un peu, dans le fond, un volet d'un organisme qui a pris son envol. Okay. Initialement, le projet vivait au cœur de l'organisme qui s'appelait les Cuisines des parents. Oui. Comment ça a commencé? Un regroupement de femmes, faisaient des cuisines collectives. Par la suite, ils ont dit pourquoi on n'offre pas le service de dîner aux enfants en milieu scolaire. Et c'est greffé à ça des nutritionnistes pour offrir des ateliers culinaires pour faire un peu l'éducation nutritionnelle des aliments qui allaient être servis sur l'heure du dîner aux enfants. Par la suite, les cuisines des parents se sont joints au garde-manger pour tous, qui offre Mon fils en mange tous les jours. Exactement. Les services de dîner dans les écoles. Et là, nous, on se retrouvait à être un volet d'éducation à la nutrition, à même une organisation qui se concentre sur la distribution alimentaire. Alors, c'est de là qu'est émergé l'idée de créer un propre organisme avec ce volet d'éducation à la nutrition-là. Et les ateliers 5 Épices
ont ressorti. Bien sûr, le côté épices pour faire référence à l'alimentation. Il y a aussi l'anis étoilé avec ses 5 branches. À l'époque, il y avait 5 nutritionnistes animatrices qui ont fondé le projet. Donc, c'était très symbolique là, au niveau du nom. Vous ne vous concentrez pas exclusivement sur le monde des épices dans votre éducation sur la nutrition. Non, mais... Ça? OK, parfait. Mais il y a toujours un petit caractère épicé à nos activités. Ah, j'aime ça comme idée. Évidemment, en cherchant votre organisme, évidemment, ça m'a parlé. Je pense que vos bureaux administratifs sont situés dans mon quartier, dans Pointe-Saint-Charles, où j'habite. Donc, je suis toujours content de parler de ce qui touche mon quartier, évidemment. Puis le regroupement que vous parliez là, dans la fin des années 80, début 90, c'était aussi à Pointe-Saint-Charles que tout ça a pris vie, hein, si je ne me trompe pas. Exact. Et là, il y a des ateliers cuisine découverte, cuisine nutrition qui s'adressent à différents groupes d'âge. Prenons-les un par un, si vous voulez bien. L'atelier cuisine découverte 2 à 5 ans, si je ne me trompe pas. Qu'est-ce que c'est et à quoi les jeunes sont... qu'est-ce qu'ils vont vivre, dans le fond? Les ateliers cuisine découverte sont spécifiquement pour une clientèle en milieu de la petite enfance, donc de 2 à 5 ans. C'est une gamme qui a été développée, qui a découlé de nos premières activités, qui étaient les ateliers cuisine nutrition en milieu scolaire primaire. Donc, l'atelier cuisine découverte ressemble beaucoup à l'atelier cuisine nutrition, mais c'est beaucoup plus axé sur l'expérimentation, l'éveil sensoriel, la découverte des aliments, la manipulation. Alors, chaque enfant a son propre matériel et réalise sa propre recette qu'il va par la suite déguster. Alors, il y a aussi beaucoup, on fait beaucoup une belle approche avec les éducatrices. On l'appelle nos notions pour les petits mangeurs. Donc, c'est savoir aussi accompagner les enfants dans cette découverte alimentaire-là, parce qu'on constate beaucoup chez les plus petits de la néophobie. Les enfants ont peur de la nouveauté, ont peur de goûter, de toucher à de nouveaux aliments. Aussi, on en voit beaucoup de la néophobie, je vais vous dire, oui. Donc, en commençant très jeune avec des ateliers culinaires, ça les sensibilise, ça les met en contact avec une foule d'aliments. Ah, j'aime beaucoup l'idée. Puis j'imagine que c'est adapté en fonction de l'âge. Vous parlez de préparer la recette. J'imagine qu'à 2-3 ans, on n'est peut-être pas dans un menu 5 services. Pour ceux qui nous écoutent, ça ressemble à quoi une recette pour ces jeunes-là qui sont, par exemple, en CPE? Une des forces des ateliers 5 épices, c'est vraiment les recettes imagées, adaptées à l'âge des enfants. Alors, pour les enfants de 2 à 5 ans, on est dans l'image, on est dans... c'est des notions faciles. Chaque enfant va être assisté aussi avec l'animatrice qui va les guider étape par étape. Donc, ça le mène à avoir une réussite, une réalisation assurée finalement de vivre l'atelier. Oh, génial. Puis j'ai été visiter sur votre site, là, puis je voyais vos ressources. C'est hyper visuel, c'est presque ludique, c'est super simple. Puis ça vient enlever... je vais vous dire, le stress de faire une recette, ça va-tu être compliqué, qu'est-ce qu'il faut faire, est-ce que... puis souvent, je pense que comme parents, des fois, on n'a pas toujours le réflexe d'inclure les enfants dans la préparation des repas, puis je pense que c'est une belle opportunité manquée si on le fait pas. Alors bravo pour vos ressources en ligne, j'ai trouvé ça d'ailleurs fantastique. Est-ce que la cuisine découverte, là, du côté des CPE, moi, je savais pas que ça existait avant de vous rencontrer. Malheureusement, mon fils n'a pas vécu ça. J'aurais adoré qu'il le fasse. Est-ce que c'est un programme qui est déployé à grande échelle? Ça représente quoi, ce programme-là, à travers le territoire que vous couvrez? L'atelier cuisine découverte, ça correspond peut-être environ à 40% de l'offre des ateliers. On a 2 volets principalement aux ateliers 5 épices. Le volet atelier culinaire, le volet formation, qu'on pourra parler plus tard. Oui. Ce qui prend majoritairement le plus de notre temps, c'est le volet atelier cuisine nutrition en milieu scolaire primaire. Mais oui, on tend de plus en plus à développer l'offre pour les CPE. Ah, je trouve ça extraordinaire. Fait que si les CPE sont intéressés, dans le fond, ils vous contactent à l'organisme pour dire, nous, on aimerait ça, offrir ce type d'atelier-là auprès de nos jeunes, c'est ça? Oui, tout à fait. On se déplace dans la grande région de Montréal pour offrir les ateliers culinaires. On a des formulaires de demande sur notre site Internet. Les gens peuvent aussi nous appeler
Donc, oui, c'est une offre qui est disponible. Ah, c'est franchement intéressant. Du côté atelier cuisine nutrition là, qui s'adresse là, aux un peu plus vieux, jusqu'à 12 ans, on est un peu dans le même principe, dans le fond? Oui, mais c'est sûr qu'on pousse plus loin la chose. Il y a une gradation aussi des apprentissages qui se fait au fil des cycles scolaires. Là encore, les recettes sont adaptées, plus imagées, vers plus d'écriture vers la fin. Nos programmes sont en lien avec le programme de formation de l'École québécoise. Donc, en vivant un atelier, l'enfant va également chercher les compétences des domaines généraux, les compétences transversales qui sont requises dans le programme de formation de l'École québécoise, du ministère de l'Éducation. Donc, c'est un peu, ça facilite l'intégration à même la plage horaire d'offrir un atelier de cuisine-nutrition dans les écoles. Je trouve ça fabuleux également. Et on y a touché, mais qu'est-ce qu'on vise exactement avec ces programmes-là? Est-ce que c'est que les jeunes soient plus autonomes pour se faire à manger eux-mêmes? Est-ce que c'est un éveil à la nourriture? Est-ce qu'on est dans les saines habitudes alimentaires? Est-ce qu'on est dans un peu de tout ça? Parce que vous ne faites pas que des ateliers, vous êtes à la base, là, vous puis les gens de votre équipe, vous êtes des nutritionnistes, donc j'imagine qu'il y a une certaine sensibilité puis une visée par rapport à tout ça. Là. Oui, c'est ça. Ça nous ramène à la mission de l'organisme qui est vraiment favoriser l'éducation nutritionnelle et culinaire des enfants et de leurs familles. Et c'est un concept qu'on représente de plus en plus par la littératie alimentaire. Alors nous, c'est vraiment d'outiller les enfants de connaître l'origine des aliments, le nom des aliments. C'est pas tant d'axer sur la valeur nutritive que le fait de faire découvrir, de faire manipuler les enfants pour que par la suite, après, quand tu n'aimes pas trop la tomate, tu la coupes, tu la cuisines, tu la prépares, tu l'assaisonnes, tu la mets dans une recette. Après, ça va de soi que tu vas y goûter parce que tu es fier de tout ça. Ben oui. Alors, c'est de cette manière-là qu'on va, dans le fond, célébrer le côté santé puis le côté valeur nutritive là, associé aux ateliers. Tellement vrai, tellement vrai. Là, je prends juste l'exemple de mon fils, il a 6 ans, et quand il m'aide à faire des soupers ou qu'on fait des biscuits ensemble ou peu importe quoi, il est tellement content de dire que c'est lui qui les a faits. Puis là, il prend tout le crédit, évidemment. Puis je lui laisse. On n'est pas dans une guerre d'ego. Mais quand il sait qu'il l'a fait, puis on nourrit cette fierté-là en disant, tu sais, au lieu de l'acheter tout fait, là, tu vois, tu peux le faire toi-même. Puis il dit, c'est bien meilleur parce que c'est moi qui l'ai fait. Puis moi, je trouve ça extraordinaire. J'ai pas... la cuisine est arrivée tard pour moi dans la vie. Je trouve que c'est intéressant de l'amener plus tôt que tard dans la vie des jeunes. Oui, puis ça va au-delà des répercussions sur la santé où c'est aussi de l'estime de soi, de la fierté. Quand l'enfant arrive le soir avec la recette, dit « Moi, j'ai fait ça aujourd'hui à l'école, j'ai envie qu'on la refasse ensemble, je vais te montrer comment faire. » C'est très complémentaire à ce que l'enfant peut vivre dans sa communauté, dans sa communauté scolaire. Vraiment, vraiment. En tout cas, vous devriez voir mon fils quand il fait ses biscuits à Noël. Il voudra en donner à tout le quartier, certainement. Il y a une grande fierté qui vient avec ça. Vous aviez parlé donc de ces... On va parler du volet formation un peu plus tard. Donc, volet cuisine découverte, volet nutrition. Le territoire, c'est le Grand Montréal, c'est ça? Oui, tout à fait. Oui, puis j'imagine parce que vous envoyez des intervenants faire ces ateliers-là, ou comment ça fonctionne pour les intervenants? Tous nos ateliers sont animés par des nutritionnistes animatrices qui sont certifiées. Alors, c'est vraiment un service clé en main. Comment? La nutritionniste arrive avec tous les aliments, tout le matériel culinaire, prend la peine de s'installer avant, reçoit la classe avec l'enseignant ou le groupe avec l'éducatrice. Par la suite, le rangement s'effectue, on repart, tout est rangé, tout est terminé. Ça vient aussi avec des jeux pédagogiques, du beau matériel, d'animation pédagogique. C'est une très belle activité à vivre, tant pour les enfants que pour les intervenants, finalement. Vraiment. Puis, je ne sais pas si vous avez une idée d'ordre de grandeur, bon an, mal an, soit combien de jeunes, ou peut-être combien de groupes ou d'écoles CPE vous réussissez à rejoindre avec vos programmes? Bon, c'est sûr qu'on a eu un petit... la pandémie a fait qu'on a mis une petite pause. On revient vers un 300 ateliers par année, grosso modo. On vise peut-être là, un 350 cette année, d'ici la fin de l'année scolaire. Donc, ça va quand même bien. L'équipe est très mobilisée. La demande est très bonne et souvent
vers la fin de l'année, on est dans l'obligation de refuser ou de reporter une liste d'attente pour l'année d'après. Donc oui, c'est un projet qui est quand même assez populaire. Ben, j'en doute pas. En tout cas, moi, il me donne le goût. Il me donne le goût si je pouvais. En tout cas, si jamais j'avais de l'influence auprès de l'école de mon enfant, je pousserais fort en ce sens-là pour qu'il vous contacte. Et juste se rappeler, ben, vous êtes un OBNL. Hein? Vous êtes constitué comme un OBNL, donc j'imagine que c'est pas non plus des prix mirobolants pour les écoles ou les CPE qui souhaitent vous contacter. C'est sûr que la valeur d'un atelier, compte tenu de tout ce qu'on vient discuter ensemble, les nutritionnistes, les aliments, c'est notre matériel pédagogique a été élaboré en lien avec les programmes du ministère. Donc oui, ça a une valeur qui est quand même assez élevée. Okay. Pour aider les écoles à alléger la facture, nous, on va chercher des subventions privées, on sollicite différents bailleurs de fonds qui vont venir donner un coup de main puis réduire la facture des écoles. Alors, c'est la technique qu'on a mis en place pour justement favoriser l'accès à nos activités. Ben oui, certainement. En tout cas, ça doit bénéficier à un très grand nombre de jeunes et par la bande de famille aussi, parce que tout ça a des bénéfices collatéraux. On parle souvent de dommages collatéraux, mais je pense qu'on est dans du grand bénéfice collatéral ici. Là. Oui, puis durant les ateliers culinaires, les parents sont invités à participer. Les parents, les grands-parents, que ce soit en milieu de la petite enfance ou en milieu scolaire. Alors, ils voient leur enfant œuvrer dans un tout autre contexte que d'être assis dans leur bureau. C'est très valorisant pour le parent et pour l'enfant. Et ça donne un coup de main, là, dans le fond, les parents qui viennent se retrouvent un peu à jouer le rôle de bénévole là, au sein de notre organisation. Ah, c'est vraiment pas bête. Alors, écoutez, si vous voulez bien, on va prendre une courte pause, Mélanie Veillette. On va aller écouter, d'ailleurs, un petit clip là, qui provient de votre site web pour en apprendre un peu plus sur ce que vous faites comme offre. À la recherche d'une activité pour développer le potentiel de vos petits cuistots? Découvrez les ateliers 5 épices. Notre mission, favoriser l'éducation nutritionnelle et culinaire auprès des enfants et de leurs familles par le biais d'ateliers de cuisine. Nos services? Offrir des ateliers de cuisine aux enfants de la grande région de Montréal. Vous êtes en région? Goûtez à la saveur des 5 épices en suivant la formation d'animatrice d'ateliers culinaires. Nos ateliers sont offerts par des nutritionnistes expérimentés et certifiés. Ils sont également adaptés au niveau scolaire et à l'âge des enfants. Nos formations sont quant à elles offertes dans toutes les régions du Québec. En ligne, en présentiel ou en mode hybride. Nous nous adaptons à vos besoins. Faites partie des personnes formées et ayez accès à une foule d'outils pédagogiques qui vous aideront à aborder les bases de la nutrition de façon ludique et imagée. Profitez d'une véritable expertise nutritionnelle. À notre actif, plusieurs milliers d'ateliers animés par des nutritionnistes certifiés, plus de 400 formations données, ainsi que 27 années d'expérience. N'attendez plus! L'aventure culinaire de vos petits cuistots commence ici. Ben alors, certainement, n'attendez plus pour vos petits cuistots. Alors, on a écouté un clip super intéressant qui positionne bien l'organisme aussi. D'ailleurs, vous allez pouvoir le retrouver là, sur le site de 5épices.org. Il y a tout le volet de formation que vous aviez parlé en début d'émission, puis qu'on aurait entendu dans le clip, là, la formation qui semble avoir une portée un peu plus grande. Je suis curieux d'en savoir plus. Oui, tout à fait. L'idée est venue du fait que, on anime plusieurs milliers d'ateliers depuis le début. Ben oui. On a développé une expertise en lien avec la réalisation d'ateliers culinaires avec un groupe d'enfants. Et souvent, la demande va bien au-delà du Grand Montréal. On avait des demandes... de la Gaspésie, de la Côte-Nord. Est-ce que vous voudriez venir donner des ateliers? On sait que c'est pas possible. Comment on pourrait s'organiser? Alors, d'où l'idée de créer un transfert d'expertise par la formation. Alors, le but de la formation, c'est vraiment d'outiller une intervenante scolaire ou en milieu de la petite enfance à animer par la suite elle-même les ateliers à la saveur des ateliers 5 épices dans son propre milieu. Alors, c'est une manière, par la suite, le matériel aussi, ils peuvent se procurer le matériel pédagogique d'animation, le matériel culinaire.
Alors, ils sont tout équipés là, pour pouvoir là, poursuivre, déployer le projet dans leur milieu. C'est une bonne idée. Ça vous permet d'avoir un impact un peu plus grand, sachant qu'évidemment, vos intervenantes, vos nutritionnistes ne peuvent pas se déplacer à la grandeur du Québec là, à un moment donné. Donc, ça vous permet d'aller chercher ces jeunes-là déjà très, très tôt par le ventre, j'ai le goût de dire, et de les garder... de les garder dans le plaisir, justement, de la nutrition puis de la cuisine. C'est un très, très beau volet que vous avez là. Ça fait un bout de temps que ça existe, les ateliers 5 épices. L'histoire qui remonte à la création fait un bout de temps. La nutrition a changé dans toutes ces dernières années-là. J'ai l'impression que quand j'étais jeune, je connaissais personne qui était cœliaque, je connaissais personne qui avait une liste d'épiceries d'intolérance ou de restrictions alimentaires. Est-ce que ça a changé quelque chose pour vous, l'évolution de la nutrition, et comment vous vous êtes adapté à travers le temps à tout ça? Bien, c'est sûr que les concepts de base restent les mêmes. Ouais. Hein? Et comme je vous disais plus tôt, on n'est pas axé sur expliquer à l'enfant la valeur nutritive, les vitamines, les minéraux. Oui, on en parle, mais le but, c'est vraiment la découverte par l'expérimentation, la manipulation. Ça va au-delà de la nutrition. C'est vraiment dans un concept de la saine alimentation dans sa globalité. Chaque enfant va devenir un citoyen qui va avoir à se nourrir, à nourrir sa famille. Oui. Alors, c'est vraiment dans cette optique-là là, d'ouverture qu'on emmène les enfants à vivre l'atelier culinaire. Je comprends, certainement. Et les écoles qui, si on revient au programme, ou les écoles ou les CPE, est-ce que ce sont des établissements qui sont en lien avec une clientèle défavorisée, avec une clientèle qui est favorisée? Est-ce que c'est un beau mélange de tout ça que vous avez? Parce que on a parlé là, du garde-manger pour tous. Bien évidemment, je sais pourquoi il y a le garde-manger pour tous dans mon quartier à Pointe-Saint-Charles. Est-ce qu'il y a cette même réalité-là où vraiment toutes les écoles, tous les CPE sont bienvenus et cognent à votre porte? Là? Bien, originairement, c'est sûr qu'on vient de Pointe-Saint-Charles. Notre offre a été, la première offre a été en milieu défavorisé. On est resté longtemps avec cette clientèle qui était notre clientèle principale. Et c'est sûr que ça fait partie aussi là, de la mission de l'organisation de cibler principalement les milieux défavorisés. Mais au fil des années, c'est sûr qu'on a élargi l'offre. Et on permet également à d'autres milieux, d'autres écoles qui proviennent de secteurs peut-être plus favorisés de profiter là, du concept des ateliers. Ben oui, certainement. Tant mieux que ça puisse bénéficier au plus grand nombre. Je pense que chaque jeune a grand intérêt à découvrir ce plaisir-là. Vous disiez que des fois, en cours d'année, il arrive que vous deviez peut-être dire non à certaines demandes. L'enjeu, j'imagine que c'est un enjeu de capacité. Tout à fait. Un enjeu de capacité, puis il y a un travail aussi à faire en amont, je crois, pour la répartition des ateliers au cours de l'année. Souvent, les enseignants se disent « Ah, on va prendre nos ateliers au mois de mars, c'est le mois de la nutrition, ça va bien ensemble. » Mais la saine alimentation, la nutrition, la cuisine, ça gagne à être réparti à l'année longue. Donc, on travaille beaucoup à ça, à avoir une meilleure répartition des ateliers en cours d'année. C'est sûr qu'au cours des 2 dernières années, là, les milieux étaient plus frileux aussi là, en début d'année à réserver là, pour une activité. Non, certainement, parce que oui, le mois de mars, c'est bien parce que ça permet de mettre plus de place à cette thématique-là sur la place publique, mais en même temps, je vous dire, l'enfant de 3 ans, il s'en fout que ce soit le mois de mars, le mois de la nutrition. Pour lui, le plaisir peut se découvrir à n'importe quel moment dans l'année, puis ça crée moins de pression autour de ce mois-là, autour de votre organisme. Là. Oui, puis on a développé au fil des années 54 thématiques. Bon. Alors, il y en a avec toutes les saisons, tous les aliments qui sont en saison. Il y a des belles thématiques qui peuvent se faire, l'érable, la pomme-poire. Donc, en lien avec le mois, la saison, on peut offrir là, quelque chose qui est très représentatif. Là. Ah, c'est super intéressant, ça, le volet des thématiques. Fait que vous vous adaptez évidemment aussi à ce qu'il y a en fonction de la saison. C'est franchement intéressant. Qu'est-ce que je peux vous souhaiter pour la suite des choses aux ateliers 5 épices dans votre histoire?
Bien, c'est sûr que le nerf de la guerre de pratiquement tous les organismes communautaires, c'est le financement. On a actuellement la chance d'avoir un gros financement du ministère de la Santé et des Services sociaux pour le volet des formations. Alors, ça nous permet de déployer nos formations à travers les différentes régions du Québec. Mais bon, toute bonne chose a une fin. Le financement va se terminer là, en 2026. Alors, on est toujours à la recherche, oui, d'un gros financement qui va nous permettre de nous soutenir dans toutes nos activités de base et aussi du financement ponctuel pour soutenir le volet des ateliers culinaires. Alors, c'est le nerf de la guerre, comme je disais. Oui, là. certainement. Donc, les gens qui nous écoutent, parce que j'imagine, oui, il y a les grands bailleurs de fonds, les fondations et les fonds publics, mais certainement, j'imagine que les gens, individuellement, peuvent aussi vous donner un coup de main. Oui, et c'est un volet qu'on doit développer davantage. On reste une petite équipe, on se concentre beaucoup à fournir un service puis des produits de qualité, mais oui, effectivement. Ah ben, écoutez, on lance l'appel aux gens certainement qui vont vouloir vous soutenir dans tout ça parce que je pense que vous avez une mission extraordinaire. Ça, c'est clair, on en convient. Mais vous avez une mission, en tout cas moi, qui me parle personnellement. Donc c'est intéressant parce que les gens qui nous écoutent, ben, il y en a souvent une partie qui vont soit avoir le goût de bénéficier des services de l'organisme, puis une autre partie vont, moi, je pense que j'ai plus envie de soutenir l'organisme, peut-être que j'en ai pas de besoin. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il y a moyen certainement de donner beaucoup d'amour à cet organisme-là qui fait beaucoup pour nos jeunes, pour nos familles. Et je pense que vous avez découvert la solution qui n'est jamais trop tôt pour commencer auprès de ces enfants-là. Alors, je trouve ça fantastique. Comme je disais encore une fois, la seule chose qui me dérange dans tout ça, c'est que mon fils n'en ait pas bénéficié. Mais ça, c'est bien égoïste comme problème. Votre organisme 5 épices, si jamais on veut... si les écoles, les CPE veulent évidemment bénéficier de vos services, peuvent le faire en vous contactant sur votre site web qui est 5épices.org. J'imagine que c'est la meilleure porte d'entrée pour vous joindre. Également, si vous voulez soutenir l'organisme, vous pouvez le faire à cet endroit-là. Évidemment, je vous souhaite du financement, je vous souhaite des beaux projets. Est-ce que vous avez... avant qu'on se quitte, je vais vous demander, est-ce que vous avez d'autres projets qui s'en viennent dans votre organisme ou vous êtes plutôt en mode on va se remettre de la pandémie, on va structurer puis mettre les choses, on va les remettre les choses sur les rails puis on va continuer comme ça ou vous avez des beaux projets devant vous? C'est un peu tout ça. Oui, on solidifie nos activités suite à la pandémie, mais on a quand même les bras bien chargés avec nos 2 volets, l'animation culinaire et les formations. Alors, c'est vraiment de préciser ces 2 volets-là, puis de raffiner les outils, ajouter des outils complémentaires. On est vraiment dans cette optique-là. Ah ben excellent. Écoutez, je vous souhaite évidemment le meilleur des succès pour votre organisme parce que vous êtes fantastique. Évidemment, je vous aime parce que vous êtes dans Pointe-Saint-Charles, c'est bien sûr, mais vous êtes surtout, rappelons-le, pour les ateliers à la grandeur de la région du Grand Montréal et pour le volet formation, partout au Québec. Merci énormément, Mélanie Veillette, d'avoir été avec nous. Grand plaisir. Merci beaucoup à vous d'avoir invité. Merci. Et à vous, pendant que vous êtes à l'écoute, j'ai envie de vous parler d'un programme, si vous travaillez dans le secteur des organismes communautaires ou des OBNL, qui pourrait certainement vous être bénéfique. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Léo. Léo, c'est un programme qui s'adresse aux travailleurs des organisations collectives, gestionnaires des organisations collectives, bénévoles aussi même. Et vous savez, la dernière année, on a parlé de la pandémie 2-3 fois dans notre dernière rencontre. Ça peut être difficile pour certaines personnes et sachez que si vous êtes dans les OBNL ou les coops, vous pourriez bénéficier gratuitement de 5 séances d'1 heure au téléphone ou par visioconférence du soutien psychologique notamment. Et tout ça, vous pouvez l'obtenir en composant le 1-855-768-7536, que ce soit des difficultés personnelles en santé mentale, stress, anxiété, angoisse, problèmes de couple, problématiques en milieu de travail, défis familiaux ou même difficultés financières, sachez qu'il y a quelqu'un au bout de la ligne pour vous aider. Et ça, quand même, 5 séances d'1 heure, c'est pas bête du tout. Et vous devriez en bénéficier. Tout ça, c'est une initiative, entre autres, soutenue par le CSMO-ESAC et soutenue financièrement par la Fondation Lucie et André Chagnon. Alors, je vous invite certainement, si vous en avez besoin, sachez qu'il y a quelqu'un au bout du fil pour vous soulager, pour vous rendre un peu mieux, certainement, parce que
Si votre quotidien, c'est d'aider les autres, des fois, c'est correct de demander de l'aide aux autres. Alors, n'hésitez pas à le faire. C'était un grand plaisir de vous recevoir en ondes, évidemment encore, de vous présenter 2 organismes fantastiques. Je vous invite certainement à vous renseigner davantage sur ces organismes-là, à voir comment vous pouvez soutenir, vous aussi, à découvrir les organismes que vous aimez en particulier, évidemment, à vous impliquer comme vous le pouvez. Alors, c'est évidemment, comme vous le savez, malheureusement, déjà tout pour aujourd'hui. Le temps passe toujours extrêmement vite à cette émission. C'est un grand privilège, un grand plaisir de l'animer. D'ailleurs, je tiens à remercier nos invités. Je tiens à remercier également Mathieu Tessier à la mise en onde, Catherine Bourderon à la recherche qui fait un travail incroyable, et à vous qui êtes à l'écoute. Merci encore une fois de vous être arrêtés sur notre émission. Je vous invite à écouter peut-être les émissions passées si vous n'avez pas eu la chance. On est sur l'ensemble des plateformes de balado-diffusion. Et évidemment, merci encore une fois de vous arrêter. Et j'espère qu'on vous retrouvera la prochaine fois à notre émission. Alors, quoi qu'il en soit, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve très bientôt pour une autre émission des Héros Anonymes.